Bonsoir. Pourquoi les hautes autorités administratives camerounaises ont-elles à ce point peur des médias? Affublées de toutes sortes de vénalités et même parfois de meurtres, elles restent claquemurées dans un lourd silence qui laisse la voie à toutes sortes de conjectures et de fantasmes, lesquels sont abondamment relayés à l'ère de la toute-puissance des médias et des réseaux sociaux. Si les uns estiment que cette non-communication de nos ministres, directeurs généraux et hauts cadres de l'administration est parfois le symbole de l'arrogance ou tout bonnement de l'incapacité à pouvoir se défendre ou défendre son bilan, d'autres estiment, quant à eux, que nos hautes personnalités ont tant de choses à se reprocher qu'une interview qui ne soit qu'un jeu convenu pourrait ouvrir en plein jour la boîte de Pandore. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le droit à l'information du public qui se trouve ainsi mis à mal. Dans cet environnement d'omerta quasi-institutionnalité, il y en a qui, contre vents et marées, acceptent courageusement de s'exprimer. Ce soir, nous recevons un écorché vif, vent debout pour dire sa part de vérité, mieux tenter de laver son honneur. Quelles sont ses motivations? Jusqu'où est-il prêt à aller? Nous lui poserons ces questions et d'autres. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Nous sommes en direct sur www.canal2international.net. Noël Olivier Alain Mokouloum-Vondo, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que j'ai aligné vos prénoms dans le bon ordre? Noël Alain Olivier. Tout à fait. Cette fois-là, oui. Très bien. Alors, j'imagine qu'avec un nom aussi composé, vous avez souvent eu des problèmes à remplir vos documents administratifs, non? Très souvent, mais je m'en sors toujours. Vous vous en sortez toujours très bien. Tout à fait. Voilà. En général, vous préférez, si on avait à choisir un de ces prénoms, ce serait lequel? Oh, en famille, on m'a toujours appelé Alain. Alain, oui. Et les amis à l'école m'ont toujours appelé Mao. Alain Olivier. D'accord, très bien. Alors, vous êtes directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Vous êtes passionné de football et votre club de cœur, c'est le Canon de Yaoundé, le Canon Kwakoum, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus qu'un pétard mouillé, chaque année en train de lutter contre la relégation. C'est un peu décevant, non? Hélas, oui, mais j'espère que dans les prochaines semaines, la question va être réglée. Les dirigeants de ce club se sont mis ensemble, d'après ce qui m'est revenu, pour relever le club. Espérons que les efforts ne soient pas vains. À votre avis, qu'est-ce qui fait problème? Parce que pour un club mythique comme ça, qui se retrouve avec pour seule ambition de lutter chaque année pour ne pas descendre en deuxième division, c'est désastreux quand même, non? Oui, certainement. Pour ce qu'on peut en apprécier les querelles. Les querelles entre hommes qui malheureusement produisent des résultats aussi négatifs. Si on en avait moins, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines, je crois qu'on aurait beaucoup plus vite et mieux. Alors aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait faire que le Canon résonne un peu mieux? Et j'ai toujours préconisé que les protagonistes se mettent ensemble, discutent, et trouvent une solution consensuelle. Il n'y a jamais une solution unique venant d'une seule partie, quelle que soit sa force ou sa stature. Dès lors que les protagonistes se mettraient ensemble et dégageraient cette solution consensuelle, je crois que le reste suivrait. Est-ce qu'on peut imaginer un jour Noël Alain Olivier Mokouloum-Vondo, président du Canon de Yaoundé? Surtout pas. C'est une hypothèse à exclure. Pourquoi? Totalement et définitivement. Parce que c'est qu'on pourrait profiter de votre expérience de manager. Je peux conseiller, je l'ai souvent fait, mais il n'est pas dans mes intentions de diriger un club de football de compétition. Je dirige bien... J'ai créé un centre de formation des jeunes à Niété, à Evekam, pour leur mettre le pied à l'étrier. Cela leur permet, pour certains, de s'en sortir et pour d'autres de s'amuser en complément de leurs études.
Mais en dehors de ça, non, diriger un club, non. Et le foot, vous le pratiquez toujours tous les week-ends? Ah oui, tous les week-ends, si je ne suis pas blessé ou si je ne pratique pas d'autres activités, je suis au football, soit le dimanche, soit le samedi ou les deux parfois. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, que nous allions à la découverte de qui est notre invité ce soir, Etche Omo. Voici l'homme sous la plume de Alain Ghislain Kanga. Il est d'une sérénité impressionnante, presque imperturbable. Mokolo Mvanda, Akame Noël Alain Olivier, inspecteur principal des régies financières, mène la barque de la Caisse nationale de la prévoyance sociale du Cameroun depuis 2008. Elle y passe 15 heures par jour. J'arrive en général entre 6h45 et 7h du matin, donc c'est depuis que je suis à la tête de la CNPS. Et vous partez à quelle heure? Habituellement, je pars d'ici entre 21h et 22h, donc je passe la journée au bureau où je prends d'ailleurs mon déjeuner. Du travail, il en a, même si l'état de son bureau n'en donne pas l'air. Oui, ma table est vide parce que j'essaye avant de rentrer de terminer, d'achever tous les travaux que j'ai à faire. Et en plus, nous travaillons beaucoup par messagerie, donc... pas beaucoup de dossiers physiques? Pas particulièrement, la moitié physique, la moitié numérique, donc, mais j'essaie d'achever la totalité avant de rentrer. Né le 24 décembre 1960, Mokolo Mvanda obtient son baccalauréat en 1979. Il poursuit à l'université de Yaoundé 1, où il obtient 5 ans plus tard un DEA en droit public et sciences politiques. L'ancien directeur général adjoint d'Evecam a terminé major de sa promotion à l'ENAM, section Trésor en 1985. Sa discipline, sa rigueur et son exigence lui viennent certainement de sa préparation militaire supérieure en Ngaoundéré en 1985. C'est un homme extrêmement pointilleux dans le travail qu'il réalise et qui en demande beaucoup à ses collaborateurs. Il exige toujours de tout le monde de faire le maximum pour obtenir les meilleurs résultats. Je le trouve sur le plan professionnel exigeant, rigoureux et un monsieur chez qui nous avons appris beaucoup de choses. Loin de son costume, près du corps, dans les locaux climatisés de la CNPS, c'est à ça que ressemblent souvent les week-ends de l'ancien chargé des missions des affaires économiques et financières à la présidence de la République. Je n'ai pas, certes, passé mon enfance au village, mais en ville, nos parents nous ont toujours amenés à faire des travaux manuels. Ma maman avait toujours un petit champ à côté de la maison pour faire des agrumes, des petites choses. C'est en même temps sain et utile en plus. Mao, de son petit nom, est un grand passionné de football. Je fais beaucoup de football depuis ma tendre enfance. J'ai toujours pratiqué et je continue aujourd'hui, autant avec les amis que les collaborateurs, tous les week-ends.
Et c'est quelque chose d'assez passionnant et qui nous permet de nous détendre un peu. Ce père de 4 enfants est un grand fan du canon sportif de Yaoundé et du Real Madrid. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Alors Noël Olivier Mokulu-Mvondor, ces dernières semaines ont été particulièrement agitées pour vous. Vous avez alimenté les articles les plus caustiques dans certains journaux, les commentaires pleins de fiel dans les réseaux sociaux. Alors comment vit-on une telle situation lorsqu'on est dans votre position ? Écoutez, je me suis laissé dire tout ce que vous rapportez là. Oui. Je n'ai pas malheureusement eu le temps moi-même de suivre ce qui aurait été parfaitement inutile de toute façon, pour dire que je le prends avec beaucoup de sérénité, de hauteur, pas d'indifférence, parce que ça pose une question sociale ou sociétale, mais en ce qui me concerne, j'en ai vu d'autres, vous vous en doutez bien. Alors, tout est parti, rappelons-le, d'un journal qui a décidé de publier les salaires des directeurs des établissements publics et administratifs au Cameroun, lequel journal vous a attribué un salaire de 11 millions de francs. Ensuite est passé, vous a fait une révalorisation de salaire, 23 millions, ce que vous avez démenti. Alors vous maintenez le démenti, vous n'avez pas 23 millions de salaire, c'est ça? Oui, ce serait absurde. Oui. Je ne sais pas si au Cameroun, il y a un seul directeur général, quel qu'il soit, qui ait un tel salaire. La question n'est pas de savoir ce qu'on gagne ou ce qu'on ne gagne pas, mais qu'est-ce que cela pose comme question sociale, que les gens s'intéressent tant au salaire des gens ou en font un buzz aussi, j'allais dire, époustouflant, en jugé par certains commentaires. Mais c'est pas important. Mais tout de suite, je vous rassure, c'est pas possible, ça n'existe pas, ni en ce qui me concerne, ici en ce qui concerne les autres directeurs généraux, en tout cas du secteur public. Alors justement, dans cette liste-là, il y avait une quinzaine de directeurs généraux d'établissements publics. Les salaires oscillaient entre 7 millions et 45 millions de francs CFA par mois quand même. Et de toutes ces personnes qui ont été citées, vous êtes le seul qui avait décidé non seulement de démentir, mais en plus d'attaquer les auteurs de cette révélation. Alors, pourquoi vous avez senti le besoin d'attaquer? C'est pas comme vous l'avez dit au début, c'est pas pour laver mon honneur. Non, mon honneur n'est pas touché en rien. Il ne saurait l'être de cette manière. C'est simplement pour rappeler les règles de vie commune. Il y a des choses qu'on ne fait pas lorsqu'elles ne sont pas établies. Il y a des choses qu'on ne dit pas lorsqu'on n'en est pas certain. Et il y a des choses où on ne s'aventure pas lorsque on est si loin des réalités. C'est tout. Comme vous l'avez dit, la question a été posée au juge, chez qui on peut éventuellement, auprès de qui on peut éventuellement laver son honneur. Donc, les tribunaux sont saisis pour cela et d'autres, pas simplement cette question, pour cela et d'autres. Vous comprendrez donc que je ne puisse pas aller beaucoup plus en détail dans ce qui fait déjà l'objet d'une information judiciaire. Oui, mais revenons quand même sur cette affaire. Il y a le directeur général de Camtel, David Kotoeman, qui par les soins de son responsable de la communication a lui aussi démenti. On lui attribuait un joli salaire de 30 millions de francs CFA par mois. Le pauvre, j'allais dire. Oui, il a démenti. Bon, les autres directeurs généraux, il y en avait une quinzaine, hein, un peu plus même. Les autres ont préféré faire le mort et finalement on les a oubliés. Il ne reste plus que vous dans cette tempête. Est-ce qu'avec un peu de recul, vous ne vous dites pas
j'aurais dû me taire et puis le buzz passait au bout d'une semaine. Ah non, surtout pas. Vous savez que c'est malheureusement la manière dont certaines choses fonctionnent. On ne peut pas être soumis à un chantage subir et se taire. Ce n'est pas possible lorsqu'un certain nombre de choses absurdes sont dites sur, pas seulement nous, sur toute personne. Il y a des choses aussi macabres que détestables qu'on peut lire dans certains médias ou écouter sur d'autres, et qui peuvent révéler des comportements déviants, véritablement déviants au plan social, surtout avec l'effet je l'ai toujours dit, des répercussions d'Internet. Je crois qu'il est bon, et la justice est là, elle a été créée pour ça, pour dire le droit, pour dire les choses telles qu'elles sont et remettre les choses à leur place pour que les vaches soient bien gardées. Alors vous soutenez mordicus que vous n'avez pas 23 millions de salaire, ou alors que vos revenus ne cumulent pas mensuellement à 23 millions. Alors de combien est donc votre salaire? Nous, mais c'est ce que je disais, si nous sommes dans le voyeurisme, de venir exciper ses salaires, ses revenus, ses avantages, et pourquoi pas ses chaussures, ses mouchoirs de poche, ses crayons à billes, non, il y a une vie privée, le salaire fait partie de la vie privée, et il faut le respecter. On n'a pas idée de demander à qui que ce soit de présenter son salaire sur les médias ou sur la place publique. Est-ce que le meilleur moyen aujourd'hui que on est pratiquement, enfin le sujet il est dans l'air du temps, est-ce que le meilleur moyen pour vous, Olivier Moukoulou-Mvondo, de confondre vos contenteurs n'est pas de dire simplement voilà en réalité quel est mon salaire? Ce serait le meilleur moyen pour vous de les confondre, non? C'est pas sur la place publique que ça se fait. C'est en justice éventuellement. C'est sur la place publique que vous avez été attaqué, hein? Mais les institutions offrent des lieux privilégiés et quasiment même exclusifs pour régler ce genre de choses. C'est la justice qui est saisie et qui se prononcera. Tous ceux qui ont des affirmations qu'ils disent étayer, ils sont totalement libres de les présenter au juge qui se prononcera. Alors vous dirigez quand même une entreprise, la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui est en quelque sorte la banque des retraités. Résumons ça comme ça, même si ce n'est pas tout à fait cela, passez-le-moi. Alors, est-ce que vous comprenez quand même que les gens soient estomaqués d'entendre parler d'autant de millions? Si on est naïf, oui. Naïf? Si on est naïf, je veux dire, on peut croire tout ce qu'on écrit. Donc, la naïveté serait dans ce que l'on croit, tout ce qu'on lit. Vous savez comme moi que tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit, n'est pas forcément vrai. On peut aller parfois à des considérations totalement incongrues, comme parfois on l'a vu, ou on l'a lu, ou on l'a su. Mais c'est une espèce de teasing à l'envers. C'est-à-dire, on vous présente quelque chose d'absurde, à vous de venir démontrer publiquement que ce n'est pas vrai. Ça veut dire que nous fonctionnons tous et permanemment sur la voie publique. C'est pas possible de fonctionner sur la voie publique. La chose publique n'est pas toujours la chose du public ou la chose de la rue. Il y a des procédures, il y a des canons par lesquels certaines informations peuvent circuler, transiter, qui soient avérées. Alors, parlons un peu techniquement, qui décide du salaire d'un directeur général? C'est dans la loi, c'est le conseil d'administration qui décide, c'est pas le directeur. Ainsi donc, une quinzaine de bons hommes peuvent se rassembler comme ça et décider d'attribuer 23 millions ou alors 30 millions à un individu. C'est quand même... Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il y a un besoin d'harmoniser tout cela pour que cela ne soit pas à tête chercheuse? Au nom de quoi tel directeur général devrait avoir 7 millions de francs de salaire et un autre 40 millions, je dis un peu n'importe quoi, pour parler
du fait que les salaires ne soient pas harmonisés au niveau des établissements publics? Non, je voudrais d'abord corriger les montants qui sont indiqués sont totalement irréalistes. Bon. Irréalistes, donc c'est loin d'être le cas. Oui. Ensuite, les salaires sont bien harmonisés précisément dans les entreprises, les établissements publics. C'est peut-être pas au goût de certains ou à un point d'achèvement qui serait soit équitable, soit acceptable par tous. Les salaires sont harmonisés. Ainsi que les avantages? Tous les avantages sont harmonisés, mais selon les critères. Harmonisation ne signifie pas identité. Tous les directeurs généraux ne peuvent pas avoir le même salaire. Ils ne sont pas logés à la même enseigne. Non, ils dirigent des entreprises de taille différente, aux performances différentes. Une entreprise qui emploie 10 personnes ou qui a un budget de 100 millions ne peut pas avoir le même type de rémunération qu'une entreprise qui emploie 5 000 ou 10 000, qui a un budget de 200 ou 300 milliards. Dans le secret ou alors dans la connivence, entre guillemets, d'un conseil d'administration, on ne peut pas décider finalement d'un peu n'importe quoi. Quand on apprend qu'un directeur général a 1500 litres de carburant par, je sais pas, par mois ou bien par an, je donne un chiffre comme ça là, ça peut paraître exorbitant, non? Je ne sais pas à quoi renvoie 1500 livres, parce que les chiffres parfois peuvent être très trompeurs. D'abord, le conseil d'administration, c'est des personnes, des hautes personnalités venant des divers horizons. Ils n'ont pas la même extraction, donc ont une philosophie, une expérience différente, qui fait qu'une décision ne peut pas être prise si elle n'est pas, à la limite, consensuelle. Lorsqu'il y a divergence, il n'y a pas de position prise, mais lorsqu'il y a consensus, la décision est prise. Mais non seulement elle est prise par ces personnalités d'horizons divers, mais aussi les décisions sont approuvées par les tutelles, l'une technique, l'autre financière, qu'on ne pourrait pas accuser ni de légèreté, ni d'aucune sorte de choses désagréables. En tout cas, c'est des gens qui agissent en toute responsabilité, en tout cas, qui sont à ces positions pour agir en toute responsabilité. Donc, on ne pourrait pas, à bon droit, jeter la pierre sur... c'est comme un salarié qui perçoit son salaire, il ne l'a pas fixé. Il a trouvé une grille de salaire, il fait son travail, il a une rémunération. Vous n'avez pas lui reproché d'avoir un salaire qui serait supérieur à celui de quelqu'un d'autre ou qui serait choquant pour quelqu'un qui n'a pas d'emploi. On peut le comprendre que quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de revenus, puisse s'étonner qu'un cadre ou un agent de maîtrise ou même un ouvrier puisse gagner un salaire de loin supérieur à ce que lui aurait pu imaginer comme ses revenus. Donc, les décisions des conseils sont prises en toute souveraineté, en toute responsabilité. Elles sont approuvées par les tutelles techniques financières qui regardent quand même plus d'une fois, je présume, sur les niveaux de salaire. Quand vous parlez de 1500 litres, par exemple... De carburant, oui. Je ne sais pas ce que ça représente, non? C'est ce qui vous a attribué comme dotation en termes de carburant. 1500 litres de carburant, 400 000 francs pour l'eau. Je me demande si vous avez une laverie chez vous. 500 000 francs d'électricité, 300 000 francs pour le téléphone. Oui. Pardonnez-moi, mais c'est extraordinaire. Et tous ces chiffres-là, oui. Ça peut paraître... Enfin, ça ne peut pas paraître, mais c'est un peu indécent, non, dans un environnement où les gens travaillent pendant un mois parfois pour avoir 30 000 francs de salaire. Ne soyez pas dans les comparaisons. D'abord, ces données que vous indiquez ne sont pas toujours celles qui correspondent à la réalité. Ne confondez pas souvent les plafonds aux réalités. Il faut vous donner un plafond que vous n'atteignez jamais. Vous verrez dans mes factures d'eau pour ne retenir que cela. La CNP n'a jamais payé 1 franc depuis plusieurs années sur
mon eau puisque j'ai une adduction personnelle d'eau. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est que vous ne pouvez pas... 1 200 000 francs de loyer. Non, vous ne pouvez pas comparer, et c'est ça qui est le risque, et même le danger dans ce type d'analyse, si c'en est une, de dire, il y a quelqu'un qui gagne 38 000 francs, un autre être humain gagne plusieurs millions, donc il y a indécence. Non, il y en a qui gagnent, qui font beaucoup moins que nous, et qui gagnent 5-10 fois plus que nous. Oui. Nous n'en serions pas choqués, mais chaque fois que vous viendrez comparer le salaire d'un smicard à celui de toute autre personne qui serait au-delà, vous n'êtes pas dans l'ordre des choses parce que les responsabilités sont différentes et vous touchez à une sensibilité qui n'est pas celle qui devrait être dans la mesure où les questions ne sont pas le même niveau d'appréciation. En tout cas, l'Inquisition a pris de l'avance sur vous et à grand renfort de documents que l'on brandit ça et là comme étant autant de preuves de votre gabegie dans la gestion de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Alors, le fait que des documents internes à votre entreprise se retrouvent dehors, n'est-il pas la preuve que vos propres collaborateurs ne sont pas d'accord avec votre management? Parce que personnellement, j'en ai reçu des tombereaux. Je n'ai pas voulu en apporter ici ce soir. Le cadre ne s'y prête pas. Mais recevoir autant de documents qui sont supposés être ceux d'une entreprise, que cela se retrouve dehors, signifie que le lien de confiance entre vous et certains de vos collaborateurs est rompu, non? Non, vous empruntez une réflexion dont on m'a parlé, c'est un pied nickelé, non. Vous ne pouvez pas, parce que les documents se serraient, je ne les ai pas vus, retrouvés entre les mains des... Moi je les ai vus et ça allait d'être des documents authentiques. Comment pourriez-vous juger l'authenticité d'un document aujourd'hui? Je ne les ai pas vus, j'aimerais les voir, mais si vous... Enfin, ceux-là ont toute l'attitude de les présenter au juge, puisqu'ils sont attirés devant le juge, qui lui peut vérifier à la fois l'authenticité intrinsèque du document et leur correspondance avec la réalité. Donc, vous pouvez présenter un document... Est-ce que des documents qui sont supposés appartenir à la Caisse nationale de prévoyance sociale, qu'ils se retrouvent dehors par tombereau, ne signifie pas qu'il y a un problème, que vos collaborateurs ne sont pas d'accord avec? Non, vous ne pouvez pas faire ce genre de relation de cause à effet. S'il y a des documents, c'est un individu qui peut faire circuler les documents. Nous sommes 2800 à la CNPS, c'est pas 2800. Un seul individu peut, et nous savons à peu près, pour certains, des documents qui circulerait. Nous savons à peu près, je ne vais pas vous le dire, le juge... On va en parler tout à l'heure. Le juge, non, je ne peux pas en parler, c'est le juge, c'est le fait d'un individu ou de deux, pas plus. Donc, ça n'a rien à voir. Oui, il vous suffit, je suppose que vous avez fait des enquêtes auprès du personnel à CNPS qui vous dit ce qu'il pense du management. Et, en tout cas, c'est des choses qui peuvent être appréciées très facilement et très rapidement. Alors, votre gestion, il n'empêche que votre gestion de la CNPS est quand même remise en cause. En parcourant un certain nombre de documents, l'on s'aperçoit que vous êtes quand même d'une extraordinaire générosité. Si on s'en tient aux documents que nous avons vus, vous avez pratiquement le cœur sur la main. À quoi obéissent tous les dons et toutes les libéralités que vous faites aux organisations, aux individus? À quoi obéit tout cela? Toutes ces libéralités, j'aimerais bien. Par exemple, des comédiens qui viennent vous voir, vous leur donnez 501 millions, des associations qui viennent vous voir, le canon de Yaoundé, tiens, que vous aimez bien, vous leur donnez un peu d'argent et tout. Est-ce que toutes ces libéralités et autres dons font partie des missions de votre entreprise? Écoutez, la CNPS est une grande entreprise. Je ne vais pas répondre sur les détails. Je vous dis seulement, la CNPS est une très grande entreprise qui peut accorder des dons
qui sont prévus dans le budget, qui est voté par le conseil d'administration, approuvé par les tutelles, mis rendu exécutoire par le président de la République. Donc, s'il y a des dons, ils sont prévus. Nous-mêmes, nous en recevons. Figurez-vous, la CNPS reçoit des dons. Nous sommes une entreprise sociale. Nous pouvons aider des gens. Nous pouvons demander des services à des comédiens pour promouvoir l'image de la CNPS, à des chanteurs, nous pouvons aider les clubs sportifs, les associations. Nous recevons des stagiaires dans notre établissement, plus de 800 chaque année. Nous recrutons des handicapés, nous donnons des réductions dans nos formations hospitalières à ceux qui n'en ont pas les moyens. C'est la CNPS. Mais est-ce que finalement... vous arrêtez pas 2 ou 3 choses qui sont justifiées par ailleurs. Je ne vais pas les détailler parce que ce n'est pas le lieu. Oui. Ceux qui en ont fait une interprétation, vous auriez différentes, s'en expliqueront ou de doigt, mais nous sommes une entreprise sociale. Nous accordons des aides à toutes sortes d'organisations, de personnes, d'entreprises, comme nous en recevons parfois. Nous recevons des lits dans notre hôpital, comme dons, nous recevons des médicaments. Il ne s'agit pas de ça, mais on a quand même... nous donnons, nous recevons. Oui, alors on a quand même le sentiment, quand on parcourt tous ces dons et autres, que vous en faites un peu trop. Par exemple, quand vous décidez d'offrir des cadeaux à un certain nombre de personnalités, pour, je ne sais pas moi, vous n'aimez pas les montants, mais on va les donner, 19 millions par exemple, à quoi cela obéit-il? Figurez-vous que j'ai reçu des cadeaux de vos responsables. Oui. Je suppose que je ne suis pas seul qui peut le faire. Mais là, on parle d'une entreprise publique. L'entreprise publique a des... Vous savez, une entreprise publique... qui plus est chargée de gérer la retraite une entreprise et la publique, misère des gens. Oui. Comme nous ne gérons pas la misère des gens, nous gérons les assurés sociaux, qui ne sont pas misérables. Mais nous aidons les misérables, nous pouvons les aider. Une entreprise, c'est une unité qui est dans un environnement. Nous avons des partenaires, nous avons des fournisseurs, nous avons des clients, nous avons des consultants, nous avons des médias, nous avons... Tout cela, ça s'appelle les parties prenantes. Ça s'appelle les parties prenantes. Bon, on ne va pas beaucoup parler des médias. Des gens qui ont un intérêt interactif avec l'entreprise, parce que l'entreprise ne fonctionne pas comme une monade isolée. L'entreprise fonctionne en interagissant avec d'autres. Et il est de coutume qu'en fin d'année, on puisse offrir 2 ou 3 bouteilles de vin à une personnalité, à une autorité administrative, à un autre chef d'entreprise, à des associations qui travaillent avec nous. Si vous additionnez tout cela en fin d'année, vous trouverez que, je ne sais pas si c'est ce montant, mais il est tellement dérisoire. Il est tellement dérisoire que... À 19 millions, c'est pas rien quand même. Hein. 19 millions. Je ne sais pas si c'est le montant, mais calculez. L'un des montants que j'ai pu voir. Mais oui, alors, lorsque les gens interprètent, par exemple, le fait que vous ayez donné de l'argent à un certain nombre de médias comme étant un moyen pour vous de les assujettir par le porte-monnaie. Mais c'est ces interprétations qui semblent faire fleuresse. Je vous ai dit que les médias font partie de nos partenaires. Nous payons des services aux médias. Nous faisons des insertions publicitaires. Nous publions nos communiqués. Ils font des reportages sur nos activités. Pour qu'une entreprise aussi sociale soit... Et comment faites-vous le choix des médias? Parce que dans la liste de ces médias, sans vouloir faire insulte à personne, il y a quand même certains médias dont les titres peuvent paraître quand même un peu insultes. Je ne sais pas, vous faites un jugement de valeur sur vos collègues, je n'en sais rien. Moi, nous travaillons avec tous les médias qui acceptent de travailler avec nous. Il y en a une trentaine. Je ne sais pas si travailler avec une trentaine de médias, c'est discriminé. Je ne sais pas combien il y en a sur la place, mais nous ne pourrons pas travailler avec 200.
Mais nous avons pour partenaires les médias. Alors, là où vous avez fait fort, c'est quand même pour une histoire de billet d'avion que vous aurez offert à 23 messieurs pour aller en Espagne regarder un match de foot. Un match de foot. Ah, vous avez lu le document? C'est oui. écrit ainsi? Oui, 23 types qui sont allés en Espagne pour regarder un match du championnat. Non, je veux juste savoir si le document... Oui, c'est ce que j'ai cru lire, oui. Non, si vous avez lu, je sais que vous lisez bien. Donc. Oui. Alors, vous avez suivi les déclarations. Non, comme je le dis, je n'ai pas l'explication à donner, mais si vous lisez bien, vous verrez que ce n'est pas ça. Mais je dirais seulement que la CNPS a une longue tradition de pratiques sportives, de compétition. Nous avons même eu des clubs en première division. Nous avons été champions, vainqueurs de la Coupe du Cameroun. Nous avons été dans des compétitions à l'étranger. Nous avons parfois assisté par délégation à des Coupes d'Afrique pour aller soutenir les Lions. Dans l'histoire de la CNPS, c'est classique. Et sauf qu'il ne s'agissait pas de l'équipe de la CNPS dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez un individu qui ne serait pas la CNPS sur cette liste? Et il prenait donc pas quelle compétition? Vous comprenez que c'est pourquoi je dis que vous auriez dû lire. Si vous lisez, et si ceux qui prétendent donner cette information avec l'interprétation qui lui accorde avait pris le soin de lire le document, de le comprendre, d'analyser la liste, il verrait que d'une part, c'est pas pour m'en expliquer. Ça ne concerne que les footballeurs de la CNPS. Et les deux, c'était pas pour aller voir un match de football, c'était pour aller livrer des compétitions. Pour aller livrer des compétitions. Et je dois dire, puisque mes collaborateurs en son temps ne s'étaient concernés, ne s'étaient pas privés d'émettre quelques réprimandes à mon endroit, parce que je leur avais fait supporter la moitié du coût. Donc c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Donc une équipe qui se déplace à l'étranger pendant une semaine à 7 millions, alors que, vous voyez, avec les clubs... sur le document, c'est 14 millions. Je dis bien qu'ils seraient en pris en charge la moitié. Ça veut dire qu'ils ont, sur leur salaire, versé la moitié. Mais c'est pas ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez assurer qu'ils ont effectivement remboursé? Mais c'est une affaire qui date de, je sais pas combien d'années. Ils ont payé au préalable. C'était même pas... C'est au préalable. Donc, non, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de manière plus problématique sur ces questions qui sont balancées. Ça procède de ce que j'appelle la manipulation des esprits, des opinions. Vous savez, je me rends compte, Internet aujourd'hui est devenu un défouloir, un lieu où les gens s'écrivent et expriment leur frustration. Il suffit que un inspecteur Folamour exhibe peu de choses avec des interprétations biaisées pour que tout le monde fonce et sans la moindre retenue ou réserve adhère, accepte et réprimande et conteste sur la base de choses irréelles. Mais, comme je le dis, lorsqu'on est sûr de son information, on n'a pas peur d'aller devant le juge, qui d'ailleurs rend son jugement publiquement. Donc, oui. Voilà. Alors, le contrôle supérieur de l'État, nous l'avons appris, a enquêté sur votre gestion de la CNPS sur la période 2008-2016 et entre autres irrégularités qui auraient été observées, c'est qu'on vous octroie depuis quelques années quand même 100 millions de francs CFA de frais de souveraineté. Alors, c'est quoi les frais de souveraineté? Ce n'est pas ici que j'expliquerai les documents internes de la CNPS. Ce que vous devez retenir, c'est que le directeur général n'est pas bénéficiaire de 100 millions. J'en serais heureux si j'en bénéficiais. Les appellations peuvent parfois mener des gens à des... Parce que j'ai appris que je bénéficierais à titre personnel de telles sommes. Oui.
c'est si loin de la vérité que ceux qui le disent auront précisément Là, c'est le contrôle l'occasion. supérieur de l'État. Je n'ai pas vu les documents. Vous voyez, vous avez la primeur de ces documents. Je sais que une équipe de contrôle est sur les lieux. Oui. Je n'ai pas encore reçu une notification d'une irrégularité de ce type. Bon, peut-être que ceux qui le disent Et justement, le pressentent ou l'anticipent. Oui, justement, le contrôle supérieur de l'État estime que le conseil d'administration qui aurait décidé de vous attribuer ces 100 millions en guise de frais de souveraineté n'a pas qualité pour le faire, que c'est une prérogative qui revient au président de la République et au Premier ministre. Et donc, ce serait une irrégularité. Je n'en sais rien. Le jour où la question sera posée, réponse lui sera apportée. Pourquoi accorder 200 milliards de budget? C'est la même question. Des 200 milliards, ils appartiennent au DG? Non à l'entreprise. Voilà. Et donc, est-ce que vous bénéficiez de frais de souveraineté quand même? Je vous ai dit, les frais de souveraineté, c'est une dépense comme tout autre, comme il y en a. Nous avons plus de 300 lignes budgétaires dans notre budget. Les frais de souveraineté n'appartiennent pas au directeur général, c'est tout ce que je peux vous en dire. Donc le directeur général n'est pas le bénéficiaire de la caisse de souveraineté. Sinon, j'en aurais été très heureux, vous en doutez bien. Alors, le contrôle supérieur de l'État, encore, a pointé ce qu'ils appellent un conflit fonctionnel entre l'agent comptable et la direction des finances et du patrimoine, qui a été créé par une délibération du conseil d'administration et qui est venu vider l'agence comptable de toute sa substance. Alors, est-ce qu'il est normal qu'une délibération du conseil d'administration mette en place une structure qui est au-dessus de celle qui a été prévue par la loi? Vous demanderez au conseil d'administration si c'est le conseil que vous mettez en cause, vous qui êtes concerné, là il y a un président peut-être qui a loisir. Oui, mais en tant que manager. Je suis manager, je fonctionne avec les structures qui sont mises à Parce que je me souviens quand même d'une correspondance du ministre du Travail, Grégoire Ona, adressée au Premier ministre qui justement se plaignait de cela, qui estimait qu'il n'est pas normal que l'agent comptable soit mis pratiquement sur la touche au bénéfice d'une direction qui a été créée par une délibération du conseil d'administration. Et il se plaignait justement que vous refusez d'appliquer cette disposition, cette instruction. Je ne suis pas au fait de ces informations, mais vous comprendrez qu'on ne puisse discuter des questions de ce type sur un écran, sur un plateau de télévision. C'est des organes. Maintenant, sur le principe, est-ce qu'une délibération du conseil, d'un conseil d'administration peut créer une institution qui soit au-dessus de celle qui est prévue par la loi? Qu'est-ce que vous appelez au-dessus? La seule institution, le seul organe au-dessus, la loi de 2007 portant régime financier de l'État. Le seul organe au-dessus du management, la CNP, c'est le directeur général qui est au-dessus de tout dans le management. Et le conseil d'administration pour l'ensemble de la gestion. Donc, dire que telle structure est au-dessus de telle autre, je ne sais pas d'où vient ce type de raisonnement de la part de ceux qui le professent. Dit que telle structure est au-dessus, c'est précisément ce genre de choses. Ou alors que telle structure vient vider le contenu. Je ne sais pas ce qu'on appelle vider. Oui, mais si vous créez une direction qui vient faire la place, qui est supposée faire, est-ce que cela vous a donné un exemple qui matérialise ce que vous indiquez? Le ministre du Travail s'en plaint, par exemple. Non, je vous dis un exemple concret de ce que l'on vide un service d'une prérogative. Est-ce que vous en avez un exemple? Ils ne pourront pas vous le dire. Ils ne pourront pas.
Et comment Donc, expliquez-vous donc la parfois correspondance du ministre du Travail qui justement estime que cette délibération du conseil d'administration date du 3 décembre 2012, dont portant organisation des services centraux à la CNPS. Comment expliquez-vous donc que le ministre du Travail se plaigne non, la de cette seule délibération? explication que Oui. je vous donne, Oui. et qui va vous rassurer, est Faites. qu'aucune aucune délibération du conseil d'administration n'est appliquée sans l'approbation du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et l'approbation du ministre des Finances qui sont les tutelles. Aucune. Donc, je ne comprends pas très bien cet élément qui serait contradictoire. Aucune délibération, pas une seule, ne peut être appliquée si elle n'est pas approuvée par les tutelles. Oui. Est-ce que le conseil, on sait que le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Ousmane May, est mort depuis janvier 2016. Il n'a pas encore été remplacé. Le conseil fonctionne, il n'est pas remplacé comme titulaire, Oui. mais le conseil a un président, il fonctionne normalement. La loi prévoit les modalités de suppléance qui sont mises en œuvre sans le moindre accroc. Alors, quand on regarde beaucoup de documents de votre entreprise, chaque fois on dit le directeur général a décidé du déblocage de ceci et jamais on ne dit après l'approbation du conseil d'administration. Alors, rassurez-nous, est-ce que c'est en général avec l'autorisation du conseil d'administration que vous faites Mais écoutez, ceux qui vous l'ont dit, et d'ailleurs il me revient que certains parmi eux prétendent être des spécialistes des finances publiques, mais qu'ils sachent que Allez-y, monsieur. le budget est un document d'autorisation des dépenses et des recettes. Dès lors que le budget est adopté par le conseil d'administration, approuvé par les tutelles, rendu exécutoire par le président de la République, il appartient au directeur général de l'exécuter. Est-ce que le directeur général a le droit de se soustraire aux procédures de passation, par exemple, des marchés? Mais non. Non. Vous Pourtant, viendrez, lorsqu'on accorde un don, vous passeriez un marché public d'accorder un don à une association. quand vous décidez, par exemple, d'acheter... Non, je veux savoir si Oui, vous non, passez un oui, marché. pour cet exemple-là, on est bien d'accord. Mais lorsque vous décidez, par exemple, d'attribuer des cadeaux à un certain nombre de personnalités, entre guillemets, vous choisissez tel magasin, est-ce qu'il y a eu un appel d'offres pour désigner du choix de ce magasin-là, par exemple? Mais ceux qui vous en parlent, ils peuvent vérifier. C'est des choses tellement triviales. Il n'y a pas lieu d'insister là-dessus. La question n'est pas... Enfin, je n'en vois surtout pas l'importance. Je vous l'ai dit, moi-même, je reçois des cadeaux de la part d'autres entreprises, publiques comme privées. Nous en donnons. C'est pas une question, ça. Alors, vous avez eu quelques soucis, on va sortir dans cette première partie de l'émission là-dessus. Vous avez eu quelques soucis avec certains employés, notamment des délégués du personnel. Après les avoir affectés dans les 4 coins du Cameroun, notamment dans les frontières, vous avez fini par les virer. Il semble que vous n'acceptez pas la contradiction dans votre entreprise. Mais l'entreprise fonctionne selon des règles. Mais de là, virer quand même des délégués du personnel, comme vous y allez. Hein. Ils prétendent cela, être délégués. On n'est pas délégué par autonomination. Un délégué du personnel a un mandat. Ils ont été élus. Il a un mandat. Vous Oui. savez bien ce que c'est qu'un mandat. Oui. Ça dit que ça a une durée. Lorsque vous n'êtes plus délégué, le mandat échoue, vous n'êtes plus délégué. Vous ne pouvez pas... Et est-ce que ça prétendre- justifie qu'il soit viré, sèchement viré comme ça? Vous là? connaissez des entreprises où on ne licencie personne? Oui, mais licencier quelqu'un simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec le manager, je trouve que c'est un peu... Ils vous l'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi sur quoi, une vision, sur... Oui, absolument. Ce sont les arguments qu'ils vous en disent. Vous dites quoi? Non, mais je vous l'ai dit
ça ne s'explique pas sur chacun des actes que nous posons. Sachez seulement que tout acte. Parce que là encore, Que le le ministre du directeur Travail n'a pas général été d'accord avec vous sur tout acte, ce coup-là, oui. Tout acte que le Oui. directeur général pose est fondé en fait et en droit. Tout acte. Maintenant, il y a des personnes habilitées à apprécier les actes que nous posons. C'est le juge qui peut dire vous croyez être fondé, peut-être vous ne l'êtes pas. Alors, si ces personnes, selon leur entendement, ont été abusivement licenciées, il y a une institution qu'on appelle le juge qui décide qui est abusivement licencié ou pas. Il nous revient que vous avez perdu un certain nombre de vos procès, non? Je n'en suis pas informé, c'est la première fois que j'en entends parler. Oui. Bah écoutez, C'est la première fois. vous verrez avec votre... Alors, ceux qui sont oui. s'y prend à faire des moulinets avec des documents, peut-être qu'ils auraient été bien inspirés de vous en présenter déjà ces décisions de justice où ils auraient gain de cause. Je vous propose de prendre une petite pause. Nous allons faire un clin d'œil à notre partenaire, la société iCube Femmes, qui organise le 5 octobre prochain un salon sur la recherche d'emploi. Je vous propose d'écouter la directrice générale adjointe de iCube Femmes. C'est dans la grande interview. Salut, Madame la directrice, salut tout le monde. Ce soir, nous allons vous parler de iCube Femmes. Nous allons vous présenter l'événement du Business Showcase que nous organisons le 5 octobre à la salle de conférence de Spa. Panafricain de recherche d'emploi. Donc nous sommes basés en Guinée équatoriale. Nous travaillons depuis 2 ans en Guinée équatoriale, mais actuellement nous sommes en train de lancer iCube Femmes au Cameroun. Donc nous mettons en relation les entrepreneurs et les chercheurs d'emploi. Des entrepreneurs pourront poster leurs offres d'emploi sur notre portail et les chercheurs pourront ouvrir gratuitement leur profil, leur compte pour pouvoir postuler à ces différentes offres. Ça fait 2 mois que nous avons lancé iCubeFemmes.com au Cameroun. Donc nous avons pensé que ça pourrait être opportun que les différents membres de notre portail puissent un peu s'exprimer sur ces différents produits, services, leur vision et leurs objectifs. C'est pour cela que nous avons créé cet événement afin qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent... Voilà, un petit souci avec cet élément de notre partenaire iCube Femmes. Nous y reviendrons avant la fin de cette émission. Alors, monsieur le directeur général, j'ai lu une interview d'un ancien délégué du personnel de la CNPS qui parle d'une entreprise qui est agonisante. Alors, quelle est la situation de la CNPS aujourd'hui? Elle est agonisante depuis ma prise de fonction. Mais cette agonie qui dure tant, ce serait tout à fait spectaculaire et inédit. Encore que ce n'est pas forcément la meilleure source d'information. Ces personnes que vous évoquez, sans prétention aucune, je crois que la CNPS aujourd'hui fait partie des plus grandes, je ne vais pas dire plus, pour rester dans les normes civiles de civilité, je vais faire partie des plus grandes et des entreprises les mieux portantes au Cameroun. Je pourrais aller d'ailleurs au-delà du Cameroun à cet égard. Et c'est le fruit du travail non seulement du directeur général, mais aussi de ses collaborateurs qui ne sont pas de ceux qui vous abreuvent de ce type d'informations, donc qui travaillent tous les jours à produire de bons résultats. Alors le 1er mars dernier, justement, la CNPS s'affirmait comme la première
entreprise publique camerounaise à avoir bouclé ses comptes et soumis à la validation du conseil d'administration, et vous affichiez des résultats financiers de l'ordre de 43,7 milliards de francs CFA. Alors qu'est-ce que cela signifie, ces 43,7 milliards de francs CFA? Cela signifie que si nous étions une entreprise commerciale, ça s'appelle bénéfice. 43,7 milliards de bénéfices. Tout à fait. Pour l'exercice... L'année 2016. Je dois dire, peut-être vous êtes passé trop rapidement. Oui. Là-dessus, nous avons produit nos comptes le 1er mars. Oui. Enfin, officiellement, ça veut dire qu'ils étaient prêts déjà en février, sinon en janvier. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, privés comme publics, qui aient leur compte prêt fin janvier. Ça signifie que le système d'information est bon. Il permet d'avoir l'information financière à temps. Alors, quel est l'impact que le décret signé par le président de la République le 15 février 2016 et qui révalorise un peu le taux de cotisation sociale, quel est l'impact de ce texte du président de la République sur les performances de la CNPS? Le décret de 2016, il a revalorisé, aussi bien remonté le plafond et revalorisé les taux. Oui. Je sais qu'il y en a qui attribuent nos résultats à cela. Je dois rappeler que depuis que je suis à la CNP, nous avons des résultats extrêmement positifs. Extrêmement positifs, de l'ordre de plusieurs milliards, sinon plusieurs dizaines de milliards. Donc c'est pas nouveau. Cette fois-là, c'est vrai, nous avons pu cela consolider les résultats parce que nous avons eu des recettes plus élevées. C'est tout à fait légitime. Je crois que j'avais communiqué en son temps sur le déficit qu'il y avait dans la branche des pensions vieillesse, invalidité et décès, qui faisait que nous étions obligés de puiser dans les autres branches pour alimenter celle-là. Donc il fallait relever les taux afin d'équilibrer la branche des pensions. Et le président de la République, comprenant très bien les enjeux, a bien voulu signer le décret qui permet précisément de rééquilibrer la branche pension vieillesse, invalidité et décès. Je dois rappeler que nous gérons beaucoup d'autres branches. Elle n'est pas la seule. Alors il y a quand même quelque chose de paradoxal dans tout ça, c'est que la masse salariale de la CNPS est passée de 22 à 30 milliards, alors que les effectifs, eux, ont été réduits. Vous êtes passé de 3 621 employés en 2007 à 2 881 au 31 décembre 2016. Alors comment peut-on expliquer cela? Mais ça s'explique que nous avons... La masse salariale augmente alors que les effectifs salaires. Je crois que ce n'est pas négatif d'augmenter les salaires des travailleurs. Il n'y a pas que le salaire du DG qui devrait intéresser. De temps en temps... Les travailleurs ont droit et ils obtiennent des augmentations substantielles de salaire. En 8 ans, nous avons augmenté les salaires d'environ 40% des travailleurs. 40% en 8 ans. Donc, je crois que c'est tout à fait à leur avantage parce qu'on leur demande aussi beaucoup. On leur demande aussi beaucoup, on est exigeant, on voulait qu'ils performent. La plupart d'entre eux le font et il est tout à fait normal lorsque nous le pouvons, en respectant les ratios de gestion, de pouvoir augmenter leur salaire. Et je crois qu'ils seront... Alors, vous avez augmenté les salaires, effectivement, nous l'avons vérifié, mais certains employés avec lesquels nous avons discuté se plaignent quand même de ne pas avoir suffisamment d'avantages. Est-ce que quelque chose va être fait sur ce plan-là? Je ne sais pas, on ne peut pas multiplier les avantages à l'envi. Les avantages, les salaires dépendent d'abord de ce que vous avez en caisse et des ratios. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent qu'il faut le mettre, parce que aussitôt que le salaire a augmenté, on ne revient pas dessus. Donc il faut l'envisager sur le très long terme. Donc cela ne s'augmente pas à l'encan du jour au lendemain. Il faut faire des évaluations, des calculs, parfois même actuariels, pour déterminer le bon taux d'augmentation. Ce n'est pas parce que nous avons l'argent que nous devons
nécessairement le mettre dans les salaires. Nous le mettons d'abord dans les prestations sociales, nous le mettons dans les réserves parce qu'il faut préparer l'avenir. On ne peut pas consommer aujourd'hui tout ce que nous avons, la cigale et la fourmi, ça vous dit quelque chose. Oui. Il faut prévoir demain. Est-ce que on sait que le phénomène des faux diplômes dans les entreprises publiques au Cameroun est une réalité? Est-ce que vous en avez connu depuis que vous êtes à la Caisse nationale de prévoyance sociale et comment avez-vous géré ces cas de faux diplômes? Oui, tout à fait. Ça a été l'une de mes premières expériences lorsque je suis arrivé à la CNPS. Donc l'une des premières actions que j'ai menées était un petit nettoyage de ceux qui exerçaient sans les diplômes qu'ils avaient présentés, en tout cas sans qu'ils furent authentiques. Oui. Donc nous avons dû les licencier purement et simplement parce qu'il avait été établi que les diplômes qu'ils avaient présentés à l'engagement ou pour les avancements divers, ils n'étaient pas authentiques. Il nous revient que beaucoup de ces personnes que vous avez licenciées étaient des fils et filles d'eux et qui ont rebondi dans d'autres entreprises publiques. Je n'ai pas Quand vous apprenez ce l'information. genre de choses, comment vous réagissez? Vous savez, nous ne les pistons Vous virez des types pour faux diplômes et ils rebondissent dans des sociétés à côté. J'avoue que je n'ai pas l'information. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Bon, je vous la donne. Ce qu'ils sont devenus. Comment vous réagissez à cela alors? Si cela a été établi, naturellement, c'est pas une bonne nouvelle. Mais il reste à savoir si c'est établi. Vous savez, il y a beaucoup de, on l'a vu, de nouvelles non établies qui circulent. De temps en temps, oui, ce ne serait pas une bonne nouvelle si c'était établi, si c'était avéré. D'accord. Je reviens à vous, le temps de reprendre cet élément de IQ Femme, notre partenaire, plateforme de recherche d'emploi qui organise le 5 octobre prochain à Yaoundé, justement, un salon sur la recherche d'emploi. Ce soir, nous allons vous parler de IQ Femme. Nous allons vous présenter l'événement du Business Showcase que nous organisons le 5 octobre à la salle de conférence de Spa. IQ Femme est le portail panafricain de recherche d'emploi. Donc nous sommes basés en Guinée. Nous travaillons depuis 2 ans en Guinée équatoriale, mais actuellement nous sommes en train de lancer IQ Femme au Cameroun. Donc nous mettons en relation les entrepreneurs et les chercheurs d'emploi. Des entrepreneurs pourront poster leurs offres d'emploi sur notre portail et les chercheurs pourront ouvrir gratuitement leur profil, leur compte pour pouvoir postuler à ces différentes offres. Ça fait 2 mois que nous avons lancé iqfemme.com au Cameroun. Donc nous avons pensé que ça pourrait être opportun que les différents membres de notre portail puissent un peu s'exprimer sur ces différents produits, services, leur vision et leurs objectifs. C'est pour cela que nous avons créé cet événement afin qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent trouver cette visibilité. Nous allons travailler avec les petites, les moyennes entreprises et pourquoi pas les grandes, mais nous voulons qu'elles aient cette visibilité, pas seulement au Cameroun, mais ailleurs. Parce que IQ Femme est une entreprise, est un portail panafricain. Nous sommes en Guinée équatoriale, nous travaillons également avec les gens du Nigeria. Donc les entreprises qui vont participer pourront avoir cette opportunité d'être vues, d'être mis en vedette à travers IQ Femme, à travers notre portail. Elles doivent s'inscrire, les entreprises, sur www.iqfemme.com/events. Donc c'est les événements. Une page d'événements que nous avons sur notre portail. Donc elles s'inscrivent et elles peuvent choisir parmi les différentes options que nous donnons. Elles peuvent être des exposantes, soit des participantes, des présentateurs. Ça va se passer le 5 octobre à la salle de conférence de Spa à Douala, Cameroun. Nous voulons que les entreprises sachent qui est IQ Femme, qu'est-ce qu'est IQ Femme, qu'est-ce que nous faisons. Un deuxième objectif, et je dirais crucial, c'est l'inscription de ces entreprises sur notre page, notre portail de recherche d'emploi. Maintenant, après l'inscription, qu'elles sachent
comment est-ce qu'elles peuvent utiliser cette page pour leur processus de recrutement? Comment elles pourront mettre des informations sur leurs différentes offres d'emploi qu'elles auront? Alors, au-delà, nous revenons dans ce studio avec vous, Noël Olivier Moukoulou-Mvondo, sur au-delà de la collecte des cotisations sociales, la CNPS a fait un certain nombre de placements, des investissements qui lui rapportent un certain nombre de fonds. Alors, quels sont pour vous ces principaux investissements, du moins les secteurs? La CNPS investit beaucoup. Oui. Parce que dans la sécurité sociale, il faut investir. Il faut investir pour préparer l'avenir. Je vous l'ai dit, non seulement on ne peut pas dire parce qu'on a de l'argent, il faut le dépenser tout de suite. Pour nous, il faut tant un salaire qu'en autre chose. Mais aussi, il faut pouvoir l'investir pour garantir la pérennité de ces fonds et leur retour. On ne peut pas laisser tout l'argent dans les comptes bancaires parce que personne ne le souhaite. Il n'est pas arrivé que les banques fassent faillite, ça arrive dans tous les pays du monde. Donc il faut diversifier, oui. Il faut diversifier ces investissements. Ça fait partie non seulement des attributions légales de tout organisme de sécurité sociale, mais c'est de bonne gestion que d'investir aussi bien dans la pierre, je vais dire l'immobilier, que dans les actions, les obligations et d'autres. Donc nous investissons beaucoup, pour autant que nos trésoreries nous le permettent. Et Dieu merci, ces dernières années, nous avons eu la possibilité de le faire et nous continuons de le faire. Alors, parlons justement de la santé. Alors, j'ai lu dans un document de votre entreprise que le déficit de l'action sanitaire et sociale a été ramené à moins 223 millions de francs CFA. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en termes prosaïques que nos hôpitaux, nos écoles, lorsque je parle de ce que j'en sais, c'est-à-dire depuis ma prise de fonction, nous avions un déficit de 2 milliards, c'est-à-dire que au-delà des recettes que ces établissements encaissaient en termes de soins et d'autres, il fallait prendre l'argent ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres rubriques de l'organisme pour financer le bon fonctionnement. Donc, ce montant s'élevait à 2 milliards. Donc, il a fallu réduire ce déficit parce qu'on ne peut pas éternellement, ça peut s'appeler subvention ailleurs, mais soutenir une action aussi lourdement déficitaire. Donc, il a fallu prendre des actions pour réduire le déficit sans nuire à la qualité des services. Et Dieu merci, je puis dire que depuis lors, nous avons non seulement réduit de manière très substantielle, vous le notez bien, ce déficit, qui est vraiment réduit à sa portion congrue, mais aussi nous avons très substantiellement en contrepartie ou en retour augmenté, amélioré la qualité du service. Vous noterez, cela n'est pas de nous, mais de toutes les organisations non gouvernementales qui travaillent dans ce secteur que notre hôpital est aujourd'hui considéré comme le meilleur. Oui, alors est-ce que justement cela signifie que les hôpitaux de la CNPS ne vous rapportent pas de l'argent? Nous ne gagnons pas, nous en perdons. Nous en perdons. Pourtant, les hôpitaux de la CNPS qui essaiment un peu partout dans le pays ne sont pas les moins chers quand on essaie de comparer. Non, c'est des prix sociaux. Si vous les comparez au prix, je ne vais pas donner de noms, des cliniques privées qui offrent 10 fois moins de confort et de facilité opérationnelle, je ne dirais pas que c'est donné, mais c'est tout à fait à la portée de beaucoup. Alors, quel est votre objectif aujourd'hui? Vous avez réduit ce déficit-là, qui reste encore présent quand même. Est-ce que votre objectif, c'est de l'annuler totalement? C'est possible? Si tant est que c'est possible, c'est notre objectif. Maintenant, il y a des pesanteurs qui tiennent à d'autres éléments que le management.
et qui rendent difficile l'atteinte à brève échéance de cet objectif. Mais c'est supportable en ce moment. 200 millions de déficit, c'est supportable par rapport aux 2 milliards d'il y a quelques années, voire 3 milliards. La CNPS a également investi dans l'immobilier et en 2010, vous avez acquis un immeuble bâti, boulevard des Capucines à Paris, pour 2,8 milliards. Alors, est-ce qu'il y a une véritable rationalité économique dans un tel investissement ou alors c'est une simple question de snobisme? Nous avons un immeuble à Paris. Ah non, de toute façon, les immeubles, qu'ils soient à Paris, à New York, à Yaoundé ou à Douala, c'est des immeubles. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont rentables. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Alors, très rapidement, parce que c'est pas, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Nous l'avons acheté, Capucines, Paris. Nous l'avons acheté depuis 2010, 6-7 ans, oui. À 2,8 milliards. À ce jour, il nous a rapporté 1,4 milliard. À ce jour. Donc, nous avons déjà récupéré la moitié de ce que nous avons investi. Laissez-moi poursuivre. Oui, allez-y. Nous en avons déjà récupéré la moitié en termes de loyer. Et je dois dire que le locataire, c'est l'une des entreprises les plus riches, les plus prestigieuses, non seulement en France, mais dans le monde. Et la valorisation de cet immeuble aujourd'hui, c'est 7,5 milliards. C'est-à-dire, aujourd'hui, cet immeuble que nous avons acheté 2,8 milliards, qui nous a déjà rapporté 1,4 milliard, vaut, si nous le vendons, 7,5 milliards. Donc, on n'a pas besoin des dessins plus marqués pour savoir ce que ça peut être comme utile. Alors, au Cameroun, l'un des investissements, l'investissement peut-être, vous me corrigerez, peut-être le plus rayonnant, c'est le tristement célèbre immeuble de la mort, auquel vous avez redonné vie en 2010 également, je crois, si je ne m'abuse, 2010 également. 14 milliards sur fonds propres. Alors, 7 ans plus tard, est-ce que vous êtes déjà rentré dans vos fonds? Ça fait précisément 4 ans. Oui. Il a été mis en service oui, il y a quelque temps. Oui. 4 ans. Alors, l'histoire de cet immeuble, je dois la dire, parce que ça fait partie de nos grandes fiertés. Nous l'avons fait en l'honneur du président de la République, parce que cela nous faisait beaucoup mal qu'il ait entrepris ces travaux et qu'il soit resté en hibernation pendant 25 ans. Nous nous étions donnés pour défi de lui offrir, pas ce cadeau, c'est pas un cadeau, de lui offrir ce bâtiment, qu'il soit fonctionnel et qu'il puisse abriter. Originellement, certes, c'était pour partie CNPS et pour partie l'État, mais aujourd'hui, compte tenu de la carence en bureau de l'État, l'État l'a occupé en totalité. Nous y avons investi 14,7 milliards. Nous l'avons revendu à l'État à 15,7 milliards. Et je crois que l'État rembourse. Il n'a pas totalement remboursé. C'est pas une très bonne affaire. Peut-être que vous auriez dû acheter beaucoup plus d'immeubles boulevard des Capucines. Peut-être, mais c'est pas une perte. Nous n'avons pas perdu d'argent. Oui. L'État ne nous a pas fait perdre de l'argent. Alors au Cameroun, le Cameroun aujourd'hui fait face à un extraordinaire déficit en termes de logements sociaux. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour la Caisse nationale de prévoyance sociale, justement, d'investir dans les logements sociaux? Alors vous me voyez sourire là. Oui. Je pense à vos amis qui parlent de cadeaux, de dons divers et qui évoquent qui seraient heureux de voir des logements sociaux. Oui, par exemple. Alors, je ne sais pas, nous n'avons pas une opposition de principe à faire des logements sociaux, c'est pas exclu. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans nos plans stratégiques d'en faire. Oui. Peut-être plus tard, mais ce n'est pas dans nos plans stratégiques de faire des logements sociaux. D'autant plus qu'il y a des institutions qui sont chargées de cela. Dans quoi souhaitez-vous investir désormais pour essayer d'élargir Nous investissons pour sécuriser et gagner de l'argent. Oui.
Vraiment, il faut le considérer ainsi pour sécuriser, gagner l'argent pour l'avenir, pas pour autre chose. Lorsque on est dans la gestion des réserves, il faut être très attentif à ce qu'on fait. Donc, pour garantir la pérennité de la caisse, il faut être sûr d'avoir de l'argent de manière donc sûre et pouvoir le récupérer à tout moment en cas de nécessité. C'est pourquoi il faut investir dans l'immobilier. C'est très important d'investir dans l'immobilier, entre autres choses. Oui, oui. Tout à fait. Je vous propose de regarder cet élément qui a été tourné à Ngaoundéré par notre correspondant Eric Ngele, qui a visité les services de la Caisse nationale de prévoyance sociale dans l'Adamawa, notamment à Ngaoundéré. Regardons cet élément et nous revenons juste derrière pour finir cette émission. Une fois immatriculé à la Caisse nationale de prévoyance sociale, les premières interrogations sont de savoir pourquoi l'on bénéficie d'une pension à partir de 15 ans de travail et quelles sont les méthodes de calcul. 2 ans après la perte de son époux, Marguerite vient toucher une allocation des survivants pour 13 ans de service fait par son défunt conjoint. Ils ont dit que comme il a fait 13 ans, s'il avait fait 15 ans, il devait avoir une pension chaque mois. Mais il a fait 13 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas atteint le quota normal. Ce qui fait qu'on a calculé ce qu'on doit nous donner. On a calculé cela et on a compté, comme nous sommes 5, mes beaux-parents 2, les 2 enfants et moi, ça fait 5. On a divisé cela en 5. Et chacun a une part égale. De combien? De 96 200 chacun. Au centre de Ngaoundéré, ils sont 3285 bénéficiaires des prestations diverses. 1496 pensionnés décaissent un peu plus de 66 millions de francs CFA mensuellement. Une organisation régionale les rassemble. Le président régional accompagné ici d'une adhérente sont nos interlocuteurs. Voici consigner leur avis sur la qualité des services. Avant, nous déposons un dossier ici à la CNP, nous pouvons attendre plus d'1 an pour que ça aboutisse. Mais maintenant, nous pouvons le déposer ce matin, le soir, il aboutit. Si nous avons ce qu'on doit me payer plus inférieur à 100 000, on m'envoie à la banque. Si ce n'est pas 100 000, on me fait payer à la caisse. Tout de suite, tout de suite. Et avant, c'était un peu quoi. Ça traînait, peut-être on touchait par trimestre. Maintenant, ce n'est plus ça. Les choses ont beaucoup changé. Les choses se sont améliorées à la CNPS. On dirait qu'ils ont été préparés à répondre à la presse. Notre faiblesse sera de n'avoir pas trouvé de contradicteur. Le chef de centre peut donc aisément décliner les réformes engagées depuis quelques années. Il y a le développement en interne du système informatique qui a permis à la CNPS de sauvegarder ses ressources financières et de payer les justes droits aux justes bénéficiaires. La réforme repose sur plusieurs piliers, mais les plus importants sont le service en ligne, avec la télédéclaration comme opération la plus visible, et le plan de qualité-service, à travers la création du bureau total. Il s'agit de réduire le contact du personnel avec l'usager, simplifier en temps et en paperasse les délais et procédures de traitement des dossiers. Aujourd'hui, un pensionné peut dépose son dossier et en 45 minutes, il a son chèque en main. Un employeur qui vient chez nous pour se faire immatriculer ou bien immatriculer ses travailleurs ou demander une attestation pour soumission, c'est en 15 minutes. Nous avons 30 minutes pour payer un dossier de prestation familiale. Les pensionnés sont le plus souvent des personnes du 3e âge et d'une santé fragile. Lointaine, l'époque où les centres de santé de la CNPS apportaient une plus-value aux prestations de cette structure. Nous partons dans notre culture comme tout le monde, mais maintenant nous souhaiterons que la CNPS nous prenne en charge. Nous, les retraités, nous avons tout le temps des maladies cardiovasculaires. Mais c'est la tension qui nous dérange actuellement. Créer l'hôpital à la CNPS spécialement pour les retraités parce qu'ils sont fragiles vraiment. C'est la seule doléance. En Ngaoundéré, on pleure l'hôpital de la Caisse, indisponible depuis belle lurette.
Retour dans ce studio pour la dernière ligne droite de cette émission avec notre invité Noël Alain Olivier Mkulumbondo Akam, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Vous l'avez écouté, les populations de Ngaoundéré pleurent l'hôpital de la CNPS. Avant cela, j'ai écouté beaucoup d'autres choses. Oui. Je préfère m'attarder sur ce qui ressemble à une doléance. Non, oui. Je tenais à dire simplement que, mais j'y reviendrai à cet aspect, rassurez-vous. La qualité du service est ce que j'appelle aujourd'hui l'ADN de la CNPS. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour arriver à améliorer de manière continuelle la qualité du service. Vous notez qu'ils peuvent aujourd'hui percevoir leur dû en quelques minutes. Nous sommes les seuls à le faire en Afrique. De toutes les caisses de sécurité sociale en Afrique francophone, en tout cas, et même en Afrique du Nord, nous sommes les seuls à pouvoir payer dans les minutes qui suivent le dû. Ce qui n'est peut-être pas, quand je vous ai dit que nous sommes les seuls capables de le faire en Afrique, vous comprenez que cela est dû à des réformes. Nous avons fait beaucoup de réformes très profondes, très lourdes, difficiles, mais qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des résultats extrêmement positifs sur la qualité de service. Il y en a d'autres d'ailleurs. Vous savez que l'Association internationale de sécurité sociale nous a primé plusieurs fois. Nous sommes la caisse la plus primée en Afrique sur les bonnes pratiques de gestion. Mais si vous voulez que je revienne à... Oui, avant de revenir à la question de l'hôpital de la CNPS de Ngaoundéré, alors vous parlez de vos prestations qui sont assez rapides, sauf qu'il y a quand même quelques personnes qui se plaignent encore. Avant cette émission, je discutais avec des gens qui voulaient savoir quel est le délai pour qu'un retraité commence à percevoir effectivement sa pension. J'ai discuté avec quelqu'un par exemple qui disait qu'on lui demandait de fournir des documents, d'apporter un certain nombre de justificatifs et la personne considérait tout cela comme étant des tracasseries. Non, d'abord, on peut bénéficier de sa pension tout de suite. Je dis bien tout de suite. Si vous arrêtez de travailler le 31 août 2017, vous pouvez avoir vos pensions au mois de septembre. C'est-à-dire un mois après, vous avez vos pensions. Oui. Et lorsque vous arrivez, lorsque le mois est passé, c'est un mois issu, supposons que vous arriviez le 2 octobre au service de la CNPS, dans ce que nous appelons le bureau total, c'est un bureau intégré, une espèce de guichet unique, vous pouvez avoir vos chèques en 30 minutes. Voyez-vous? Donc vous avez vos pensions le mois qui suit immédiatement la cessation d'activité et vous avez vos chèques en 30 minutes. Oui. Nous pouvons le faire. Nous le faisons pour au moins 60% de nos pensionnés. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire encore à 100%? Parce que beaucoup, malheureusement, n'ont pas toujours leur dossier complet. Ben oui, justement. Mais dès lors que vous avez vos dossiers complets, nous pouvons le faire dans les 30 minutes. Maintenant, les pièces, il faut toujours des pièces. Oui. Mais il faut noter aussi que nous avons là aussi fait une grosse réforme. Nous avons réduit de plus de 50% le nombre de pièces exigibles. Aujourd'hui, vous produisez 5 pièces, alors qu'il y en avait une dizaine, voire pour certaines une quinzaine avant. Vous pouvez avoir vos prestations avec 5 pièces. Je dois vous dire que dans les caisses françaises, c'est 8, 9 pièces que vous devez produire pour avoir vos pensions, y compris vos situations fiscales que nous ne demandons pas. Donc pour une fois, on fait mieux que les Français. Nous faisons beaucoup mieux, je peux le dire. Eux-mêmes l'avouent lorsque nous sommes dans des rencontres internationales. Et c'est pourquoi nous recevons des prix de reconnaissance à l'Association internationale de la sécurité sociale qui regroupe toutes les institutions de sécurité sociale du monde. Alors, l'hôpital de la CNPS de Ngaoundéré. Alors, Ngaoundéré, ce n'était pas un hôpital, c'est ce qu'on appelait à l'époque, ou qu'on continue d'appeler, mais c'est de moins en moins le cas, des PMI. Oui. C'était une PMI qui recevait quelques
enfants, quelques dames parturientes. Mais nous nous sommes rendus compte que non seulement nous perdions beaucoup d'argent, parce qu'il fallait avoir un minimum de personnel, mais la valeur ajoutée était nulle, d'autant plus qu'à côté, vous avez dans la ville de Ngandoué, vous avez des dizaines de formations hospitalières, des cabinets, des hôpitaux privés, publics. La valeur ajoutée, la PMI, la CNPS avait perdu totalement sa place. Il valait mieux donc économiser en fermant cette PMI et en affectant, parce que nous n'avons licencié personne, nous avons affecté le personnel dans les autres formations hospitalières, mais la qualité des soins en Gambie n'en a pas le moins du monde été affectée, vous pourriez le constater. Alors, on a remarqué au Cameroun qu'il y a un certain nombre de patrons d'entreprises qui ne reversent pas les cotisations sociales de leurs employés. Alors, est-ce que quelque chose est fait au niveau de la CNPS pour les y contraindre? Oui, il y a la loi. Oui. Il y a la loi qui prévoit un certain nombre de... Est-ce que vous comptez sur leur bonne foi pour pouvoir respecter la loi ou alors vous prenez des mesures? C'est d'abord la bonne foi. La loi dit c'est la bonne foi. La bonne foi, c'est ce que c'est finalement. Donc le système camerounais est déclaratif. Oui. Dès lors qu'on dit déclaratif, c'est la bonne foi. Oui. Ensuite, nous pouvons challenger cette bonne foi par des contrôles. Lorsque nous avons des indices qui nous permettent de croire que vous voulez échapper à la cotisation sociale, et à ce moment, nous envoyons des contrôleurs exercer leur office et faire les redressements nécessaires, dont nous poursuivons le recouvrement par voie forcée en général. Alors, est-ce que cette délinquance, appelons-la comme ça, cette délinquance sociale, elle doit vous faire perdre beaucoup d'argent? Est-ce qu'une évaluation a été faite déjà pour voir ce que vous perdez du fait de cette délinquance sociale de certains patrons? Alors, il y a deux types d'évasion sociale. Ça s'appelle l'évasion sociale. Oui. Il y en a qui minorent leur déclaration. Ils emploient 10 personnes, ils déclarent 5. Ils payent 100 francs à un travailleur, ils déclarent 50 francs. C'est la minoration. L'autre type, c'est la clandestinité. Ils ne se déclarent pas du tout, ils ne s'immatriculent pas, ils ne s'affilient pas. Donc, en fonction du type vous appelez ça délinquance, vous appelez ça évasion sociale, que ça représente, nous déployons un type nous mettons en mouvement un type d'action différent, que je ne vais pas forcément dévoiler au grand public, mais cela nous permet pour la plupart de rattraper cela. Mais si j'avais un conseil, un seul à donner aux personnes, notamment aux travailleurs concernés, donc spoliés, dans la mesure où ils ne sont pas déclarés, où on minore leur salaire, c'est de dénoncer. Ils ne sont pas obligés de venir à nos services. Vous savez que nous avons, par voie Internet, à travers nos sites, la possibilité de recueillir les réclamations, les dénonciations de personnes même de manière anonyme. C'est-à-dire un employé dont le salaire n'est pas normalement déclaré. Il peut se plaindre uniquement s'il a un lien Internet où il se trouve, il rentre sur nos sites. Il va retrouver la page réclamation et il va loger sa réclamation. Dès lors, il nous appartiendra d'engager toutes les diligences pour d'abord vérifier, parce que partout il y a ce type de dénonciations qui peuvent être d'ailleurs calomnieuses. On n'est pas les seuls à le subir, y compris certains employeurs en tant que employeurs. Donc nous vérifions d'abord la véracité de ces dénonciations et, le cas échéant, lorsque c'est avéré, nous faisons les reclassements nécessaires. Dernière chose, quelle est la possibilité pour un individu à titre personnel de se cotiser lui-même à la CNPS? Oui, le président de la République a donné la possibilité, à travers le décret du Premier ministre, à chaque individu de souscrire à une assurance dite volontaire qui n'est plus obligatoire comme pour les employeurs ayant pignon sur rue, relevant donc du Code du travail. Les assurés volontaires, c'est tout individu, quel qu'il soit, qui ne bénéficie pas du régime classique
la possibilité donc de souscrire et de définir le type et le niveau de cotisation qu'il peut supporter, 3 000 francs, 4 000 francs, 5 000 francs, voire plus par mois. Cela lui permet de bénéficier exactement plus tard de la même pension que les autres du régime dit obligatoire. Donc, les paysans, les Bayam Selam, les... Est-ce que depuis que cette mesure a été initiée, il y a un engouement? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un engouement. Est-ce que les gens nous le avons, font spontanément, oui. Est-ce que vous avez fait une évaluation là-dessus? Aux dernières statistiques, fin décembre 2016, nous avions 140 000 à peu près. Donc, à ce jour, nous devons être à 152 000, je crois, mais... Alors, deux éléments d'information. Le premier est que, en matière d'assurance volontaire en Afrique francophone, nous sommes les premiers. Et de très loin. Les autres, vous pouvez vérifier, ont 11 000, 13 000. La deuxième information est que nous notons néanmoins une irrégularité dans les cotisations. Donc, sur les 140, 152 000 aujourd'hui, nous avons une très bonne partie, la moitié à peu près, qui ne cotisent pas régulièrement. Donc, c'est des questions qu'il faut adresser pour leur donner peut-être d'autres possibilités de paiement et peut-être aménager les conditions de ce type de cette assurance-là. Mais sans être totalement satisfait, il se trouve que par la force des choses, nous avons les meilleures statistiques en Afrique en la matière, y compris en Europe. Voilà. Alors, c'est bientôt la fin de cette émission. Le temps passe vite. Ah, qu'est-ce que ça va vite? Ben oui. Voilà. Alors, nous avons eu l'idée de faire cette émission. Je voulais solliciter il y a pratiquement 2 semaines avant que l'actualité vous concernant ne s'emballe. Et je dois vous avouer que jusqu'à ce soir, j'étais convaincu que vous ne viendrez pas. Et pourtant, vous êtes venu. Ah, mais je me donne pour leçon de vie d'être transparent, d'être libre de certaines vérités, de mes propos en toute responsabilité, bien sûr. Oui. On n'a rien à cacher. Je vous dis que la CNP, c'est une maison de verre. Vous pouvez venir à tout moment et obtenir les informations nécessaires. C'est pourquoi je plains un peu, je suis un peu triste pour ceux-là qui croient avoir découvert la pierre philosophale en présentant un type de document. Nous sommes une maison transparente parce que nous avons la prétention de ne pas faire d'opérations injustifiées ou frauduleuses. Donc nous n'avons aucune difficulté à présenter nos chiffres, à présenter nos documents à quiconque. Nous recevons des dizaines de stagiaires tous les jours qui rentrent dans nos documents pour étudier nos systèmes. Donc nous n'avons rien, absolument rien à cacher. J'imagine que lorsque cette émission a été annoncée, chacun y allait de son petit conseil en communication pour essayer de vous décourager de venir dans cette émission. Pourtant, vous êtes quand même venu. Écoutez, j'ai surtout, et je voulais les en remercier, j'ai noté un afflux de messages. Je ne me savais pas aussi aimer parfois, parce que je découvre que les managers peuvent être aimés, de soutien, des gens qui disaient voilà, on te soutient, courage, ne te laisse pas aller assez vêtis. Donc, j'ai été assez touché par... Quand on est le neveu du président de la République, évidemment, on n'a peur de rien. Quand on a un oncle qui s'appelle Paul Biya, bon voilà, c'est... Je vous laisse libre de vos propos. Merci Alain Noël Olivier Moukoulou Mvondo d'être venu dans cette émission. Très rapidement, je vais présenter quelques ouvrages et en toute honnêteté, je voudrais dire que ma bibliothèque a été un peu indigente en matière de documents sur les questions de sécurité sociale. Je présenterai quand même ce livre. Il est de Joseph Kanke, il est député RDPC à l'Assemblée nationale. La réforme de l'État par la performance. Il parle Ça, c'est bien.
Voilà. Donc, je ne l'ai pas lu encore. Voilà, bah, écoutez, je vous le prêterai si vous en avez. Oui, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Voilà, absolument. Il y a également ce livre, on a énormément parlé des médias, donc je vous parlerai de cet ouvrage assez intéressant, Antoine Takafo, Les contradictions de la presse camerounaise pour un devoir de discernement. Un livre également intéressant. C'est bien dit, là. Bah, oui. On a intérêt à les suivre. Il y a ce livre de Grégory Derville, Le pouvoir des médias. Donc les médias ont un énorme pouvoir, surtout aujourd'hui à l'ère des nouveaux médias. Parfois, il y a des nuisances, mais voilà. On n'est pas concerné. Et il y a cet autre livre, Florence Aubenas et Miguel Benassayac, La fabrique de l'information, les journalistes et l'idéologie de la communication. Donc voilà quelques ouvrages que je voudrais proposer à nos... Je vous suggérerais une bonne discussion sur ce thème. La réforme de l'État par la performance. Absolument. Non pas que la CNPS ait des leçons à donner en la matière, mais partager une expérience en tout cas. Ce sera avec plaisir de toutes les façons. Merci. Merci d'être venu. Traditionnellement, nous remettons un petit souvenir à ceux qui viennent nous rendre visite dans cette émission. Voici le vôtre que je vous remets avec plaisir. Ah, merci. Je prendrai... Voilà. Merci une fois de plus d'être venu. On aura l'occasion de parler plus sereinement de la Caisse nationale de prévoyance sociale et de ce que vous faites quand, voilà. Quand l'écume des vagues aura été absorbée. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. C'était la grande interview. Rendez-vous dans 15 jours. Bonsoir. Merci.